Bonjour, ravie d'être avec vous aujourd'hui. Et donc on va changer de sujet, on va passer effectivement à un sujet parmi tous les sujets de valorisation, qui est la maturation, la prématuration. Et on va essayer de vous raconter un petit peu ce qui se passe sur ce sujet-là. On a le plaisir aujourd'hui d'accueillir deux scientifiques qui ont expérimenté ces phases de prématuration et de maturation et qui vont vous raconter et témoigner un petit peu de leur expérience, très différente d'ailleurs et très variée sur ces différents sujets. Bonjour Fabiola, bonjour Patrick et ravi de vous avoir avec nous. Je vous propose qu'on commence par quelques petits sujets sur ce que c'est la prématuration et pour ça je vais vous proposer... Voilà, quelques... Non, exactement. D'abord, on a le quiz. Pardon. Donc, tout d'abord, est-ce que vous connaissez le COPOC ? Et à quoi ça sert ? Quels sont ses objectifs d'enveloppe de prématuration ? Donc, je vous demande de retourner sur votre petit clear code. Et donc, est-ce que ça sert à renforcer le rationnel scientifique ou la propriété intellectuelle pour parvenir à la preuve de concept d'un projet en vue de son transfert ? Est-ce que ça sert à financer un travail de recherche fondamental dans un laboratoire ou est-ce que ça cherche à financer une bourse de thèse ? On vous laisse quelques secondes. Alors, le résultat ? Voilà, donc 94%, donc j'en suis ravie, c'est effectivement pour consolider de la propriété intellectuelle, parvenir à des preuves de concept et essayer de mener l'innovation vers le transfert. Je vois que vous êtes tous des pros du sujet et c'est parfait. Question suivante. Alors, quels sont les domaines qui sont aujourd'hui les plus financés par l'enveloppe de prématuration COPOC de l'INSERM ? On a trois possibilités, la cancérologie, l'infectiologie, la neurologie, c'est quand même assez large, la cardiologie, l'immunologie, l'inflammation, ou bien la neurologie, le métabolisme et l'hématologie. Alors, les résultats ? Tout à fait. Et effectivement, alors c'est bien, c'est très ouvert, mais c'est effectivement la cancérologie, l'infectiologie et la neurologie qui sont aujourd'hui les domaines les plus financés, pour diverses raisons d'ailleurs. D'abord parce que c'est des domaines, pour deux d'entre eux en particulier, où il y a eu depuis 2009 pas mal d'investissements, y compris privés, que ce soit investisseurs en capital risque ou investisseurs de type industriel sur ces sujets. C'est particulièrement vrai sur la cancérologie. On a parlé d'immunothérapie ce matin, mais je vous confirme que c'est un des sujets et pour lequel il y a eu énormément de choses. Donc oui, effectivement, aujourd'hui, on est sur effectivement la cancérologie, l'infectiologie, la neurologie, mais on a aussi effectivement tout un panel. On verra après dans ce qu'on regardera ensemble que tous les domaines ont été financés par l'enveloppe COPOC de l'INSERM. Il n'y a pas de domaine orphelin. Et même si, effectivement, il y a quand même des tendances un peu prédominantes qui correspondent d'ailleurs à vos activités aussi de recherche. Question suivante. Alors, dans le cadre d'un financement, dans un des financements COPOC de l'INSERM, combien de start-up ont été créées sur la base, ou en tout cas consécutive à une part de travaux réalisés sur l'enveloppe COPOC de l'INSERM depuis sa création. Est-ce qu'on est entre 1 et 14, plutôt vers 37 ou plutôt vers 72 ? Et la réponse ? Ouh,
Oh, mais il y a une connaissance vraiment très fine, hein, puisque oui, je vous confirme. Donc 37 sociétés start-up ont été constituées depuis 2009, qui sont issues des travaux financés par le COPOC de l'INSERM sur les 140-150 qui ont été créés sur à peu près cette même base de temps. Donc voilà, donc 37, une quarantaine en tout cas, ont été financés effectivement et ont été créés sur la base de ces travaux. Et on aura un exemple même un peu cet après-midi sur le sujet. Reste-t-il encore une question? Ah ben oui, voilà. Quel a été le montant total du financement de type prématuration qui a été identifié et aiguillé en fait par INSERM Transfer en 2022, donc qui évidemment inclut le COPOC, mais pas que. On va se rendre compte qu'on cherche aussi d'autres relais de financement pour vos preuves de concept. Est-ce qu'on est de l'ordre de 2 millions? Est-ce qu'on est de l'ordre de 7 millions? Est-ce qu'on est de l'ordre de 10 millions? Ah, j'aimerais bien. On y travaille, on aimerait bien tendre vers le 10 millions. Non, la réalité, c'est 7 millions. On essaie de diversifier de plus en plus et sur les 3-4 années passées, on a réussi à commencer par doubler puis tripler le montant alloué par l'INSERM qui s'appelle le COPOC, et ça j'y reviendrai. On essaie de faire mieux chaque année et cette année, on était sur 7 millions en 2022. Voilà, je crois qu'on a fait le tour du quiz. Et du coup, c'est moi qui passe? Non, c'est pas moi. Ouais, si, ok. Alors du coup, okay, voilà. Donc juste, je vais me permettre. Vous m'entendez? Ça va arriver. Voilà. Donc je vais essayer de vous expliquer ce que c'est que la prématuration. Plus connu et depuis la nuit des temps sous le terme preuve de concept et qui a été rebaptisé depuis quelques années en France prématuration ou maturation. Et puis à quoi ça sert? Alors la preuve de concept ou la prématuration à l'INSERM, ça sert à quoi? Ça sert à contribuer à traverser cette vallée de la mort qu'on connaît, qui est une vallée de la mort financière de l'innovation, qui intervient vers les TRL 2-3 et qui peut aller jusqu'à des TRL 5, 6, voire un peu plus. Ça sert aussi à accélérer le développement des innovations à un stade très précoce pour permettre un meilleur transfert vers le monde socio-économique et en particulier mieux satisfaire ce qu'on appelle les due diligence des investisseurs quand vous voulez faire une start-up ou des industriels quand vous voulez travailler directement une relation partenariale. Ça sert aussi à renforcer ou plutôt à construire une stratégie de propriété intellectuelle. Je m'explique. Aujourd'hui, en termes de stratégie de propriété intellectuelle à l'INSERM, on regarde le côté brevetabilité de façon à pouvoir savoir si ça vaut le coup de se lancer dans une démarche de propriété intellectuelle. Et si le premier critère de la protection intellectuelle et la protection en particulier industrielle, la réponse est oui, donc c'est brevetable, on va rentrer dans une histoire d'innovation et on va travailler cette histoire d'innovation puisqu'il y a 2 autres critères si on veut un jour que de la propriété intellectuelle devienne quelque chose qui a du sens et donne en particulier le droit d'interdire, puisque c'est ça l'idée. Hein. La propriété intellectuelle, elle est là pour protéger vos innovations et pour interdire aux autres d'en faire quelque chose en utilisant qui pourrait par exemple aller plus rapidement que vous sur certains sujets. Donc on va utiliser le premier critère, donc la brevetabilité, on va avancer et on va se donner du temps avant le gros poste de coût qui interviennent à 30 mois pour travailler cette stratégie de propriété intellectuelle avec 2 choses, le critère de l'inventivité et de l'applicabilité. Donc on va être sur renforcer, mettre de la matière. Donc évidemment ça passe par de la preuve de concept, ça passe par du travail expérimental qui va permettre de mieux
valider et d'exemplifier. Et puis, ça va être la côté indication, évidemment, quel va être le premier champ d'application et comment on va pouvoir le travailler. Donc ça, c'est aussi un élément très important de renforcement de la propriété intellectuelle et de construction d'une stratégie de pays à long terme. Et puis, travailler la preuve de concept, ça veut dire quoi à l'INSERM? Ça veut dire, évidemment, valider des cibles, mais au standard industriel, parce que si ce n'est pas dans ce cadre-là, ils ne se l'approprieront pas, y compris d'ailleurs la notion de partenaires investisseurs. Ça peut être identifier de nouvelles solutions thérapeutiques, des futurs médicaments, ou en tout cas des molécules qui pourraient commencer à avoir un design de médicaments. Ça va être travailler des premiers éléments d'efficacité chez l'animal, et puis parfois également, toutes les fois où c'est possible, des premiers éléments de safety, quel que soit d'ailleurs le dispositif ou la substance développée. Ça va être aussi de la validation de biomarqueurs ou de signatures qui vont potentielles, soit sur un sous-groupe de patients, soit sur des premiers échantillons, et qui va permettre de constituer et de valider cette approche de signature et de biomarqueurs, et qui demande après évidemment à avancer. Ça peut être le développement d'un prototype de type dispositif médical, validé sur un modèle animal qui a du sens d'un point de vue réglementaire. Et puis, ça peut être la création d'un logiciel propriétaire, industrialisable et transposable à quelque chose qui a du sens, là encore, dans une démarche qui va vers le marché. Alors, la source principale de financement, et là-dessus l'INSERM a été relativement pionnier, c'est en 2009, en créant, en fait, en rentrant dans cette logique de prise de conscience que la preuve de concept était véritablement un élément important, avec le COPOC qui existe depuis 2009 et qui représente à peu près une enveloppe annuelle entre 1,5 million et 2 millions par an pour faire ce travail de prématuration. Mais heureusement, aujourd'hui, il y a aussi d'autres financements possibles pour étendre cette enveloppe, toujours dans des conditions de sécurité, donc avec des accords qui sont bien cadrés. On n'accepte pas n'importe quel type de conditions, je vous rassure. Donc c'est évidemment nos partenaires SAT sur l'ensemble du territoire en fonction de votre localisation. Ça peut être les IDEX. Les IDEX ou les ICIT ont beaucoup travaillé aujourd'hui ce sujet de prématuration avec nos partenaires de mixité universitaire. Les régions, l'Europe aujourd'hui qui est très dynamique là-dessus avec les 3 appels Pathfinder, le RCPOC et le IC Transition. L'ANR également, et puis des AAP des industriels pour du mécénat ou du soutien à la recherche qui permet d'avoir des financements assez importants. À titre illustratif, pour 2022, on a 2 financements d'1,4 million sur de la preuve de concept à partir de mécènes industriels, donc c'est pas anodin en termes de montant. Et puis évidemment les fondations et les associations de patients. Là, juste pour vous dire que le sujet qu'on traite aujourd'hui, on est vraiment dans l'amont, c'est-à-dire on est avec des gens au sein d'INSERM Transfer qui travaillent la détection, qui vous écoutent parler de votre recherche, qui derrière la protègent et qui vont après développer ces outils de maturation et essayer de vous guider pour mieux travailler cette preuve de concept. Je ne reviendrai pas là-dessus. Donc c'est vraiment un accompagnement individualisé de vous, innovateurs, chercheurs, et pour lequel l'idée c'est de mieux préparer, mieux valider d'abord la reproductibilité de vos résultats, et puis de travailler ensemble ces étapes ultérieures, y compris le renforcement de la propriété intellectuelle. Je vais passer le reste des choses, mais il y a beaucoup d'autres choses. Donc pour 2022, c'est 85 projets qui ont été prématurés, en tout cas qui ont fait l'objet d'une enveloppe de prématuration, dont 64 sur l'enveloppe COPOC de l'INSERM, le restant... donc le delta entre le financement COPOC de l'INSERM et le supplémentaire, c'est les projets, le complément entre 64 et 25 qui ont permis quand même de générer un financement significatif. Donc au total, ça fait 9,3 millions sur 2022, donc les 1,8 million et puis les fameux 7 dont on parlait tout à l'heure. Alors, qu'est-ce que ça fait? Depuis le début et depuis 2009, c'est intéressant de regarder, plus de 350 projets ont été maturés, avec une enveloppe COPOC hors financement supplémentaire, puisque celui-là, il est arrivé ces 4-5 dernières années, de plus de 23 millions, et qui ont permis déjà de transférer plus de 70 projets, 60 collaborations, plus de 50 licences et 37 créations d'entreprises, c'est celle qu'on a vue tout à l'heure. L'ensemble de ces partenariats industriels a déjà permis aussi de ramener, que ce soit sous forme de collaboration, de revenus de licence, plutôt de l'upfront, ou bien des premiers milestones, évidemment,
et via la création d'entreprises, à peu près à 35 millions d'euros. C'est juste pour dire que même quand on s'attelle à des sujets qui sont aussi amont que ce qu'on fait aujourd'hui en prématuration, si on donne du temps au temps, qui est un élément important dans le domaine de la santé, c'est un cercle vertueux. Donc ce n'est pas de l'argent mis pour rien, ça va servir et c'est vraiment quelque chose qui permet d'encourager et de faire des vraies sorties. Alors aujourd'hui, l'ensemble des éléments que vous voyez ici, donc là, vous avez les projets qui ont été arrêtés ou non poursuivis, donc vous êtes à moins de... Vous êtes un gros tiers de l'ensemble. Et puis, vous avez quand même ici tout un tiers de projets qui sont soit déjà valorisés, soit en cours de prospection, soit qui ont démontré un intérêt. Et puis après, c'est ceux qui sont en cours en ce moment d'acquisition des données et pour lesquels on verra le recul dans un certain temps. Donc finalement, ce que j'aurais tendance à dire, c'est que la partie déchets, elle est relativement minime par rapport à l'ensemble et que vraiment ça constitue un intérêt et en tout cas une phase de travail qui, évidemment, il faut qu'on la traite sur le long terme et qui permet de bien avancer. Là, c'était les dimensions des différents sujets. Je vous avais dit que l'ensemble des sujets étaient traités. Évidemment, vous allez retrouver des gros sujets comme la cancéro, comme l'infectio. L'immuno aussi est aujourd'hui un sujet qui est extrêmement important, mais l'ensemble, et on essaie et on s'attache à ce que tous les domaines soient représentés. Et ça donne quoi? Ça donne quand même un pipeline qui commence à prendre toute sa forme. Si on regarde le pipeline de l'INSERM, on va regarder déjà juste pour le sujet thérapeutique parce que c'est plus compliqué de le faire pour l'ensemble. On est quand même à un pipeline de plus de 180 molécules aujourd'hui, dont la moitié en clinique, et tout ce qui est en clinique est partenarisé. Donc ça veut dire que ça a une vraie appétence, cette innovation, elle a une vraie appétence pour le monde industriel. Voilà, et donc juste quelques mots, je voulais juste vous donner quelques mots sur on a travaillé un appel à projet dans le cadre du PIA 4 et donc de France Santé Innovation France 2030. On a donc un appel à projet qui a été qui a été destiné au TTO, dont nous sommes un exemple, sur le sujet prématuration-maturation, de façon là encore à mieux encourager et accompagner les chercheurs. Donc ça c'était début 2022, et donc on a postulé dans un cadre un peu précis, c'est-à-dire qu'on a travaillé dans une logique très collaborative avec un grand nombre d'acteurs, que ce soit des universités, des organismes ou de leurs filiales de valorisation, nos partenaires SAT, les CHU, et puis l'ensemble des acteurs concernés pour proposer des réponses et des réponses collectives de façon à, sur les 3 stratégies nationales de santé, que sont maladies infectieuses émergentes, biothérapie, bioproduction et santé numérique, d'avoir une réponse collective sur comment financer nos innovations et nos preuves de concept, que ce soit en prématuration ou en maturation. Donc on a eu la chance que nos consortiums soient lauréats. Donc on a 2 chefs de file à chaque fois, un chef de file prématuration, on a le plaisir d'être le chef de file prématuration, et un chef de file maturation qui est la SAT Pulsalis sur le maladie infectieuse émergente et la SAT Sud-Est pour biothérapie, bioproduction et santé numérique, et avec laquelle on travaille aujourd'hui à la mise en place. Il y a un 4e où on est suiveur, donc, ce qui est un consortium piloté par INRAE sur l'alimentation durable, mais aussi pour ceux qui ont des innovations dans ce domaine-là, elles seront servies également. Donc la philosophie qu'on a au service de ces 3 SNA, c'est véritablement un consortium inclusif où l'ensemble des partenaires ont autant de droits. L'idée, c'est d'avoir une vraie masse critique d'innovation qu'on va pouvoir porter à un niveau emblématique. Le regroupement d'un ensemble d'acteurs complémentaires pour mutualiser les moyens et les compétences. Un alignement évidemment stratégique avec les PEPR dont l'INSERM est déjà pilote ou copilote, évidemment, et avec derrière les cliniciens et les industriels en aval également. Donc l'idée derrière, c'est clairement d'assurer un vrai continuum, parce que ça c'est un élément très important entre la recherche et le transfert industriel. Une stratégie collective qui a pour but de structurer un deal flow de projets dans chacune des stratégies nationales et de deal flow de projets innovants avec une forte sélectivité, mais qui va permettre de retrouver de la souveraineté et d'avoir un vrai soutien national autour de ces projets, avec potentiellement de l'argent à la clé, puisque prématuration, maturation n'est qu'un volant. Vous avez derrière, si vous le transférez à un industriel, une PME ou une start-up, d'autres financements qui sont beaucoup plus importants que ceux qu'on a eu aujourd'hui, qui vont permettre aussi de continuer ces histoires. Et donc l'objectif global, c'est de multiplier
par 2 à 3 dans 5 ans, la création d'entreprises, les consolidations avec des PME existantes, avec des acteurs existants. On y est très attaché. La création d'entreprises est une solution, mais pas la seule, évidemment, de façon à pouvoir remettre nos innovations françaises au meilleur niveau international et qu'elles soient source de souveraineté. Donc je ne reviendrai pas, pour ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à venir après me demander, j'expliquerai un peu ce qu'on fait là-dessus. Mais l'idée, c'est effectivement de travailler, de ne remettre en question aucune des pratiques existantes de chacun des acteurs. Donc ça pourrait être une inquiétude. On se cale sur les pratiques existantes, on rajoute seulement une logique de dire, quand vous trouvez un projet qui est vraiment outstanding ou dont vous pensez que ça peut refaire cette logique de souveraineté avec cette logique de breakthrough sur lequel on pourra focaliser un certain nombre de choses, on le prend et effectivement celui-là pourra faire l'objet d'un financement supplémentaire. Donc on a essayé de rendre le système aussi souple et aussi fluide que possible par rapport à un appel qui n'était pas que simple. Et juste pour vous dire un petit peu, donc là on a l'échelle des TRL, celui que vous connaissez sûrement. Donc la prématuration, on va être plutôt entre 2 et 4. Donc là on va être sur des tickets de l'ordre de 80 000 € avec un engagement propre de chaque structure à rajouter entre 20 et 50%, donc soit la même du financement. Et puis sur la maturation, on va être sur des tickets plutôt entre 4 et 6. Et là, on va être plutôt sur des financements de l'ordre de 300 à 400 cas, plus un cofinancement obligatoire de 50% du TTO qui apporte le projet. Et en plus, un financement industriel. Donc on pourrait imaginer qu'on arrive entre 4 et 6 à des financements de l'ordre du million. Donc avec des financements qui vont commencer à permettre de faire démarrer une innovation de façon sereine. Et je vais arrêter là pour aujourd'hui parce que ce qui me semble important, c'est que vous bénéficiez aussi de l'expérience de nos chercheurs sur ce sujet, et en particulier le COPOC, et comment ils l'ont vécu eux. Voilà. Donc, je vais peut-être... Vous m'entendez ? D'accord, pardon. Donc, Fabiola, je vais peut-être commencer par vous présenter, et Patrick également, directrice de l'unité INSERM U1151 à l'Institut Necker Enfants Malades, à l'INEM, évidemment. Et c'est une UMR INSERM CNRS Université de Paris-Cité. Je crois que je sais pas, voilà. Et donc, on va avoir le plaisir de vous entendre sur vos expériences, devrais-je dire, de ce COPOC avec une finalité extrêmement différenciée et large. Je vous laisse, je vais là-bas. Vous comprenez, bien sûr. Avec plaisir. Bonjour, donc Pascal m'a demandé de vous dire un peu mon expérience vis-à-vis du COPOC. J'espère ne pas vous ennuyer parce que ça va être juste des petites informations que je vais vous donner. Mais donc je voudrais vous faire 2 exemples parce que soyons honnêtes, il COPOC, pardonnez-moi Pascal, c'est pas beaucoup d'argent. Donc c'est pas avec ça que vous changez la vie de votre équipe. Mais je voudrais vous montrer dans 4 cas particuliers quand vraiment ces petites aides, vous voyez, elles ont nous permis de décrocher des projets assez importants. Et pour ça, je voudrais vous donner 2 exemples pour mon équipe et 2 exemples pour 12 équipes de l'Institut que je dirige. Donc, pour celles qui concernent mon équipe travaille sur les maladies rénales chroniques. Bon, c'est un enjeu de santé publique. Il y a eu la journée des reines cette semaine, 850 millions de personnes dans le monde quand même. Donc, c'est une chose qui intéresse les grandes boîtes, les grands pharma. Mais on a un manque de cibles thérapeutiques. Et mon équipe travaille en particulier, vous voyez, sur la recherche on tâche de découvrir les voies moléculaires, les mécanismes moléculaires, comme on dit, pour identifier des nouveaux cibles. Et dans ce contexte, on travaille sur une voie en particulier. Je ne veux pas vous ennuyer avec les détails, mais il faut que je vous donne quelques mots pour comprendre que c'est la voie de l'EGFR, de l'épidermal growth factor receptor. Bon, comme vous savez tous, des inhibiteurs existent, ils sont très utilisés dans le cancer, donc on peut se demander pourquoi aller plus loin. Le problème, c'est qu'on a des effets secondaires assez importants. Vous les proposez dans une thérapie anticancéreuse, ce n'est pas un problème, parce que c'est quelques mois. La maladie rénale chronique, c'est
comme on dit en anglais, forever. Vous l'avez toute la vie. Donc, ça veut dire que vous devez traiter, et donc les malades sont moins prêts à supporter des effets secondaires assez importants. Donc, nous, on a dit, on va travailler dans cette voie, essayer de me comprendre, de trouver des molécules qui pourraient être des cibles plus particulières. Cette voie a la chance d'avoir 7 ligandes, donc on s'est dit, les ligandes peut-être pourraient avoir des fonctions différentes. Effectivement, c'est celle qu'on a montrée. On a identifié une ligande qui avait un rôle délétère par rapport aux autres, et donc on s'est dit, si on bloque spécifiquement cette ligande, on peut éviter les effets secondaires. Et c'est comme ça qu'on a identifié une kinase. Bon, arrivé là, on avait à nouveau une kinase. Le GFR, c'est une kinase, on arrive à une autre kinase. Et là, chance, une étudiante fait bien la littérature, elle trouve qu'il y a dans une banque de kinase inhibitor publié par GSK, donc c'était 400 inhibiteurs publiquement disponibles, donc avec toutes les formules chimiques. Donc nous, on trouve notre inhibiteur, on trouve la formule chimique. Je contacte Insertransfer avec qui je suis directement en contact pour s'il pouvait m'aider, qu'est-ce que je faisais une fois que j'avais une formule chimique. Moi, mes compétences, je les mettais à ça. Donc on a trouvé une boîte qui pouvait faire synthétiser, mais là, c'est pour vous dire, les médicaments coûtaient 10 000 €. Ce n'est pas beaucoup, mais moi, je ne les avais pas. Donc, pour faire produire juste la molécule. Et c'est là où j'ai dit, je vais demander un COPOC pour voir si je peux produire les médicaments. J'ai eu le COPOC, on a produit la molécule et on a eu un effet vraiment spectaculaire. À ce moment, je me sentais content de mes résultats. Je commence à les avoir d'un fonds d'investissement qui me disent, vous savez, ma petite dame, c'est joli vos résultats, mais vous avez juste un modèle expérimental, une composé chimique, on n'a pas de pharmacokinétique, on n'a rien. Donc, mais honnêtement, ils étaient intéressés, j'ai vu plusieurs fonds d'investissement, ils m'ont dit, revenez avec au moins 2 informations clés. Un, c'est de voir si ça marche dans d'autres modèles pathologiques, et l'autre, c'est de faire un peu de pharmacokinétique de ces médicaments. Est-ce qu'elle est toxique, pas toxique? Je vous dis, c'était juste un chemical compound, ce n'était pas un médicament. Donc, je retourne taper la porte d'Insertransfer et je dis, voilà, qu'est-ce qu'on m'offre. Et donc, là, on m'accompagne déjà dans la démarche, on m'aide un peu à différencier les problèmes. Et donc, j'ai à ce moment accès à une IDEX, un peu plus, 50 000 €, et avec ça, je peux tester 2 autres modèles pathologiques. Et là, résultat encore positif, avec des effets assez spectaculaires, si je peux dire, de protection. Et c'est à ce moment que Insertransfer me met en contact avec une biotech, et c'est Insertransfer qui m'aide dans tout ça, m'accompagne, avec une biotech en Belgique qui s'appelle CD3, qui c'est une biotech et un fonds d'investissement en même temps. Elles sont spécialisées dans accompagner les académiques dans une drug development, exactement celle dont j'avais besoin. Donc, pour vous dire, aujourd'hui, on est là, donc on est prêt à déposer le brevet, et les CD3 est en train de travailler sur toute la partie développement des médicaments, et l'idée c'est après on verra, est-ce qu'on pourrait créer une start-up. La boîte CD3 que je vais dire, c'est aussi un fonds d'investissement pour être éventuellement intéressé, mais donc ça c'est juste le premier exemple où on est aujourd'hui. Donc, ça, c'est grâce, donc, je vous dis, à des petites aides, 10 000, 50 000, mais qui ça a permis de faire des pas des géantes. Le deuxième exemple, on est un peu plus, là, je dois regarder les chiffres, pardon, parce que là, c'était alors tout des petites sommes. Donc, vous voyez, c'était, on travaille toujours sur cette voie de l'EGFR, je vous dis, on trace de la bloquer dans tous les sens. On avait trouvé une cible qui c'était la lipocaline au Engal. Et on sait que cette protéine, on a montré être activée par la GFR, mais aussi par d'autres voies de signalisation clés de la maladie rénale. Donc, on a dit que ça pourrait être une bonne cible. Là, celle qu'on a fait, Insertransfer, a nous demandé de préparer une petite présentation PowerPoint, vous voyez, à l'origine, pour dire, on va voir avec la pharma intéressée à la néphro, s'il serait intéressé à développer des médicaments. Bon, on a trouvé personne avec une approche comme ça. Momentum, il y a eu à l'université de Bordeaux, il y a l'antisens Hub, qui s'appelle Chemio Biopharma, qui produit des antisens azo. Vous voyez? Et donc, ils ont dit pourquoi on ne développe pas cette stratégie. Donc, Insertransfer a nous accompagné à développer des azos.
Et là, on a eu 3 petites COPOC, vous voyez, pour première, 40 000 €. C'était pour tester tous les azos in vitro. On avait des azos anti-souris, anti-hommes, voilà, sélectionner le bon azo. Après, on a identifié le bon azo, resté à montrer qu'il allait bien dans les reines et qu'il détruisait bien il cible. Donc, on a eu une deuxième COPOC de 30 000 € pour pouvoir tester ça. Tout ça, on est arrivé au fur et à mesure à identifier le bon azo et à ce moment, on est resté à montrer le modèle in vivo. Et donc, effectivement, là encore, on a une petite COPOC, de 32 000 € pour nous accompagner dans la validation in vivo. Et à ce moment, vu qu'on a l'expérience avec l'inhibiteur de la kinase, on sait que maintenant, il faut faire plusieurs modèles. Et donc, les jeunes chercheurs qui maintenant portent ce projet, ils viennent d'obtenir une Stardex. Vous voyez, là, on commence à être un peu plus, c'est 75 000 €. Et Inserm Transfer a accepté de mettre encore comme COPOC 40 000 €. Et donc là, on a une jolie enveloppe pour pouvoir vraiment montrer dans des études préventives, curatives, si cette nouvelle thérapie marcherait. Et là, l'idée est déjà décidée. Si, comme on espère, ça va marcher, l'idée, c'est pour les jeunes chercheurs, ils voudraient développer une start-up et Inserm Transfer a proposé de nous accompagner par ça. Voilà. Là, c'est 2 exemples dans mon équipe pour la maladie rénale. Et je voudrais vous donner 2 autres petits exemples. Donc, Anne, c'est un exemple d'une équipe qui travaille aussi sur les reines, pardonnez-moi la monothématicité, mais bon, c'est l'équipe de Marco Pontoglio. Donc, lui, il travaille plutôt sur les maladies monogéniques, donc sur un facteur de transcription, que c'est HNF1 bêta. Et à un certain moment, en étudiant le rôle de ce facteur dans les mécanismes, il avait trouvé qu'une cycline jouerait un rôle important. Et donc, il a voulu tester un inhibiteur d'une cycline kinase inhibitor, mais il n'avait pas l'argent, pareil, donc il a pu obtenir, il avait plein de données in vitro, mais il n'avait pas de données in vivo. Là encore, 40 000 € pour pouvoir tester. Le problème, c'est qu'en même temps, il fallait qu'il prouve avant qu'il inhibait bien la bonne voie. Donc, grâce à ces 40 000 €, il a pu développer un biosenseur hyper puissant in vitro. Là, on oublie l'animal. Et cet biosenseur, à un certain moment, il a dit pourquoi je ne l'utilise pas pour faire plus que juste tester une molécule qu'on connaît. Donc, il a commencé à tester la Classical Presswick Library avec 1500 molécules FDA approved et il a vu que c'était très puissant. En même temps, Insert Transfer, que comme je vous dis, à qui nous, on a donné pas mal d'équipes de notre institut, on donnait Insert Transfer, un jeu de diapos, comme moi j'ai dit, vous voyez, c'est suffit, vous faites un jeu de diapos, Insert Transfer là, quand les grandes boîtes les contactent, ils sortent leur jeu et ils tâchent d'attirer les grandes boîtes et de les mettre en contact avec nous. Dans ce cas, une boîte a été très séduite par cette biosenseur. Ils ont donc démarré un contrat. Là, on parle d'un contrat vraiment conséquent, à des millions d'euros. Vous voyez, c'est un truc énorme. Et l'idée, c'est d'utiliser le biosenseur pour screener toute leur library qui compte 10 millions de composés. Donc, vous voyez, et tout ça, ça a été fait grâce à 50 000 € de part qui a permis de développer le biosenseur. Voilà pour le 3e exemple. J'espère ne pas vous ennuyer. Je vais vous dire le 4e et puis j'ai fini. Et le 4e, je dirais, c'est un peu la série sur le gâteau que j'avais laissé pour dernière parce que là, c'est vraiment une histoire qu'on voudrait tout essayer. C'est un jeune chercheur, un PUPH dans mon unité, très brillante, Guillaume Canot, qui travaille sur le syndrome de... comme on dit, surcroissance en français, hypercroissance, pardon, qu'elle travaille dans les syndromes d'hypercroissance. Et donc, lui, celle qu'il a fait, donc, c'est des maladies qui sont liées à une mutation d'une gène qui s'appelle PKI3A. Et donc, il travaille sur la mutation. C'est des mutations activatrices. Donc, lui, il avait trouvé... une malade avait été adressée à lui pour toute autre pathologie, parce qu'au départ, cette personne était néphrologue. Après, il a changé sa spécialité, mais donc le patient était adressé. C'était une malade très grave, paralysée, dont l'espérance de vie était très courte, due à des compressions. Et Guillaume avait vu qu'existait un inhibiteur de cette kinase chez Novartis qui était utilisé en phase 3 dans le cancer du sein.
Donc, vous voyez, il est arrivé à obtenir une utilisation compassionnelle, donc Novartis a donné le médicament. Et donc, à ce moment, le patient a commencé à hyper bien répondre, vraiment, c'était impressionnant. Mais à ce moment, donc Guillaume a dit, donc ça doit être le bon cible, à ce moment, il faut que je comprenne mieux. Donc lui, qui jusque-là, pour tout vous avouer, il travaillait avec moi sur les maladies rénales, il dit, il faut que je trouve une souris et que je puisse étudier le syndrome d'hypercoration chez la souris. Et donc, c'est là où il y a une toute petite copoque, vous voyez, pour importer les souris et commencer l'étude. Donc, l'étude, après, il allait hyper vite, il y a eu une grosse publication derrière, in Nature, il y a eu une IRC Consolidator derrière, et aujourd'hui, lui, il a continué à travailler sur ça, il a collecté de plus en plus de malades, et donc, pour faire une histoire qui était vraiment spectaculaire, je vais dire ça, j'ai dit spectaculaire pour les malades, bien sûr, les modèles précliniques, ils ont permis de décortiquer le mécanisme, mais on parle maintenant des médicaments qui, en printemps 2022, a été approuvé par l'FDA. Donc, depuis l'utilisation chez le premier malade en 2016, ça a mis 6 ans que pour être accepté par la FDA, c'est vraiment, je pense, un exploit dans le développement du médicament. Et il est actuellement en train d'essayer d'avoir l'approval par l'EMI. Et tout ça, c'était, voilà, pareil, grâce à une petite copoque initiale. Donc voilà, c'était juste l'expérience que je voulais vous partager de moi et des équipes qui travaillent avec moi. Et je vous remercie pour votre attention.